Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je m'appelle Audrey-Anne Fervert, je suis accompagnée de mon collègue Fatao Traoré. On est tous les deux chargés de projet en économie circulaire au Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. Puis aujourd'hui, on vient vous parler d'économie circulaire et plus précisément comment c'est l'incontournable d'une démarche en développement durable. Donc, le Conseil régional de l'environnement, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1989. On travaille partout au travers de la capitale nationale, donc vraiment là, de Portneuf jusqu'à Charlevoix-Est. Notre mission, c'est vraiment de promouvoir l'insertion des valeurs environnementales dans le développement régional. Puis pour poursuivre cette mission-là, on a plusieurs créneaux qui peuvent répondre à différents enjeux. Notamment, on a des collègues en tourisme durable qui ne sont pas là aujourd'hui, mais en tout cas, si jamais vous avez des questions pour eux, on pourra vous donner des contacts. Sinon, on a des collègues en milieu naturel, en aménagement du territoire, éco-responsabilité, infrastructure verte et nous en économie circulaire. Merci Odéane. Effectivement, nous avons été invités aujourd'hui pour vous parler un peu d'économie circulaire, qui est un concept relativement nouveau. Nous, au CREU Capitale Nationale, c'est depuis 2017 qu'on a commencé à travailler dessus. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Au menu du jour, on va commencer par vous présenter c'est quoi la différence entre l'économie linéaire et l'économie circulaire. Ensuite, on va vous présenter les stratégies. Il y en a 12 stratégies de circularité avec des exemples concrets qui ont été mis en œuvre au Québec. Là. Ensuite, on va vous présenter les avantages de l'économie circulaire et quelques services qu'on offre au CREU en éco-responsabilité, en économie circulaire aussi. Et pour terminer, quelques ressources utiles que vous pourrez aller consulter plus tard lorsque vous aurez la présentation pour mieux vous informer sur le sujet. Donc, le concept de l'économie linéaire, c'est vraiment de quoi qu'on peut opposer à l'économie circulaire. Les deux concepts vont être définis un petit peu plus tard dans la présentation. Par contre, c'est vraiment important de savoir que c'est incontournable dans notre société de revoir les façons de produire et de consommer. C'est important d'extraire moins en amont et de rejeter moins en aval du cycle de vie d'un produit. On veut vraiment qu'à chaque étape du cycle de vie d'un produit, qu'il y ait moins de rejets à chaque étape pour faire en sorte qu'il y ait moins de matières résiduelles. Donc, ce qu'on peut vraiment conclure avec ça, c'est que c'est primordial de consommer et de produire moins et mieux. Peut-être que vous êtes familier avec le concept des 3 RV, réduire, réutiliser, recycler, valoriser. Par contre, en ce moment, c'est vraiment là, c'est pas la situation optimale. Nos centres de tri débordent, c'est plein de matières qui ne peuvent pas être traitées parce qu'il y en a trop. Fait que finalement, au bout du compte, on a une bonne intention de recycler, mais ils vont s'en aller quand même pour une bonne partie à l'enfouissement ou à l'incinération. Avec l'économie circulaire, c'est vraiment pertinent parce qu'on peut faire mieux avec moins. Bon, effectivement, avant de parler d'économie circulaire, il faut d'abord parler d'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est le modèle économique dans lequel nous sommes depuis la révolution industrielle, donc déjà depuis un peu plus de 150 ans. Donc, ce modèle est schématisé de la manière suivante. On commence par extraire des ressources, on les transforme, on les distribue, on les utilise, puis après on les met à la poubelle pour être éliminé, que ce soit éliminé sous forme d'incinération ou d'enfouissement. Ce modèle, on s'est rendu compte que ça crée beaucoup d'enjeux, notamment en amont. Ça crée de la surconsommation de ressources. Et en aval, il y a du gaspillage qui se crée, il y a de la pollution et des déchets également qui sont créés à cause de ce modèle d'économie linéaire. Donc, c'est pas un modèle qui est durable. Alors, comme évoqué tantôt, le modèle d'économie linéaire crée des enjeux au niveau de la production de déchets. Ça crée également des enjeux au niveau de la perte de concentration des matériaux. Parce qu'on est obligé d'aller creuser toujours plus profond pour aller chercher les ressources là. Par exemple, avec le pétrole, ce n'est pas vrai qu'il n'y en aura plus sur la planète là. C'est juste qu'il va falloir toujours creuser plus loin pour aller en chercher. Donc, ça ne va plus être économiquement viable d'aller chercher du pétrole. Ces enjeux de l'économie linéaire vont aller en s'accroissant dans les années à venir à cause de l'augmentation de la population mondiale et avec la croissance de la classe moyenne. Parce que cette classe moyenne, quand même, elle veut un certain confort, un certain luxe, donc ça demande des ressources, toujours. Comme vous le voyez sur le schéma, il y a un petit bonhomme qui creuse pour aller chercher ses ressources et en même temps, dans sa vie au quotidien, elle génère des déchets.
Imaginez s'il y a plus il y a de bonhommes, ça veut dire plus le trou va être profond et plus on aura un tas de déchets. En économie circulaire, on vise à ce que le bonhomme soit souvent situé sur le tas de déchets, parce que nous, on considère que les déchets sont des ressources aussi à exploiter. Alors, comme définition de l'économie circulaire, il n'y en a pas une consensuelle. Là. Dans le monde, il y a plusieurs définitions. En France, il y a des définitions. Au Québec, il y en a plusieurs aussi. Une définition que moi, j'aime bien personnellement, c'est celle de l'Institut EDEC, qui a accompagné aussi Québec pour la réalisation du schéma là. Alors, dans cette définition, ils disent que l'économie circulaire est un nouveau modèle économique qui vise à découpler la croissance économique de l'épuisement des ressources naturelles et des impacts sur l'environnement par deux principaux mécanismes. Le premier, c'est de repenser nos modèles de production pour consommer moins de ressources et préserver les écosystèmes qui les génèrent. Et le deuxième, c'est d'optimiser les ressources qui circulent déjà dans nos territoires. Là, il y a une autre définition qui est un peu longue, que je vous laisse le temps de lire. Ensuite, ça a été réalisé par le Pôle québécois de concertation sur l'économie circulaire. Il y a l'organisme qui s'appelle Circle Economy qui, à chaque année, sort un rapport, le Circularity Gap Report. Dans celui de 2024, ça expliquait qu'en 2023, c'était 7,2 % de l'économie mondiale qui était circulaire. Et en 2021, au Québec, c'est 3,5 % de notre économie qui est circulaire. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que c'est 3,5 % de nos ressources, de notre matière qui va être réintégrée dans une boucle de circularité, qui va être valorisée, recyclée, réutilisée. Puis si on le voit à l'inverse, ben, c'est 96,5 % de notre matière qui va à l'enfouissement, qui va être gaspillée, qui ne sera pas nécessairement utilisée à son plein potentiel, puis ça peut créer encore plus de pollution puis de gaz à effet de serre. On sait aussi que c'est des données qui diminuent d'année en année. Par exemple, en 2018, l'indice de circularité mondial était de 9,1 %. Fait qu'on voit qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir renverser cette tendance-là. Qui a deux grands objectifs, qui est de repenser en amont notre façon de produire et de consommer, et en aval d'optimiser l'usage de nos ressources. Ça ressemble un petit peu au schéma de l'économie linéaire qu'on a vu plus tôt. Par contre, à la fin, on voit vraiment que si on utilise les produits plus fréquemment, bien, on peut les ramener dans une boucle utilisateur ou distributeur. Si on prolonge la durée de vie des produits et des composants, à ce moment-là, on peut les retourner dans une boucle de transformation. Et si on donne une nouvelle vie aux ressources, on peut retourner à la transformation ou même à l'extraction. Par la suite, on va vous donner vraiment des exemples plus concrets là, de certaines stratégies de circularité pour que tout le monde puisse mieux comprendre. Donc, pour commencer avec en amont, on peut repenser en faisant de l'éco-conception. L'éco-conception, c'est vraiment d'intégrer les enjeux environnementaux dès la fabrication d'un produit. On veut vraiment minimiser les impacts environnementaux sur chaque étape de production d'un produit. Je vais vous donner l'exemple de la chocolaterie des Pères Trappistes, qui est située à Dolbeau-Mistassini. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repensé leur emballage de boîtes de chocolat. Ils ont réduit des composantes d'emballage et de ce fait aussi des étapes de fabrication. Donc, ils ont réussi à réduire leur ratio emballage-produit de 38 %. Puis ça fait aussi que, vu que ça prend moins d'espace dans un camion, il y a moins d'espace, la boîte est optimisée pour être un peu plus petite, bien, il y a aussi 35 % moins de gaz à effet de serre qui est émis par la fabrication des boîtes réimaginées. On pourrait penser aussi, par exemple, dans la construction d'un bâtiment, de penser en amont comment on pourrait faire un bâtiment facile à déconstruire pour pouvoir aisément réutiliser des matériaux qui seraient encore bons pour un usage futur. Merci Audrey. Effectivement, toujours dans l'objectif de repenser, il y a une autre stratégie qui s'appelle la consommation et l'approvisionnement responsable. Alors ça vise à intégrer des critères environnementaux dans nos politiques d'achat ou dans nos choix de consommation. Un bel exemple, c'est l'auberge Saint-Antoine à Québec qui utilise cette stratégie-là en faisant de l'approvisionnement local et collabore avec une entreprise qui s'appelle Konica qui en fait fournit des produits d'hygiène en vrac. Donc ça permet d'éviter tout ce qui est emballage,
Il collabore également avec une entreprise qui s'appelle Ovivro, qui en fait produit des distributeurs d'eau. Donc ça permet d'éviter tout ce qui est emballage à usage unique, là, de bouteilles d'eau à usage unique. Là. Ils sont également certifiés les aliments du Québec et la fourchette bleue. Donc ça veut dire qu'ils s'approvisionnent localement au Québec au lieu d'aller acheter des produits au Mexique ou dans d'autres pays. Là. Donc c'est vraiment local et c'est souvent biologique aussi. Toujours dans l'objectif repensé, là, il y a une autre stratégie qui s'appelle l'optimisation des opérations. Alors ça touche principalement les étapes de production et de distribution d'un produit ou d'un service. Pour la mettre en œuvre, on peut utiliser des modèles de mutualisation de services entre plusieurs organisations. Nous, au CREU, on mène actuellement un projet qui s'appelle ECLO, où on accompagne plusieurs entreprises d'économie sociale à mutualiser leurs transports, à mutualiser leurs entrepôts, à mutualiser des ressources humaines aussi. Donc ça permet de sauver, par exemple, dans le cas du transport, ils se partagent l'espace d'un camion lorsqu'ils vont dans la même direction. Ça permet de sauver des GES, ça permet de sauver des coûts et ça économise aussi en main-d'œuvre parce que le deux camionneurs, ça fait un camionneur. Donc ça peut être intéressant dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Le deuxième grand objectif de l'économie circulaire, comme Audriane l'avait mentionné, c'est d'optimiser les ressources qui circulent déjà dans nos territoires. Pour ce faire, on peut utiliser les produits plus fréquemment via deux stratégies, l'économie collaborative et de partage et la location à court, moyen ou long terme. Dans le cadre de l'économie collaborative et de partage, ça vise à partager l'usage d'un produit ou d'un service entre plusieurs utilisateurs. Vous connaissez très bien sûrement l'exemple de Communauto, qui met à disposition une flotte de véhicules où plusieurs utilisateurs peuvent les utiliser. Donc ça évite que chacun ait à acheter des autos, donc moins de ressources. Il y a également une plateforme qui s'appelle Partage Club, où des citoyens ou des entreprises peuvent aller mettre des outils qu'ils n'utilisent pas forcément toute l'année, par exemple des perceuses, des échelles par exemple, et une autre personne peut aller utiliser ces différents outils-là. Donc ça évite d'aller acheter, que chacun aille acheter une perceuse qu'il ne va pas forcément utiliser tout le temps. Donc ça fait des économies en termes de ressources aussi. Si on veut prolonger la durée de vie des composants, on peut penser à l'entretien et la réparation. On veut vraiment que, avec l'économie circulaire, que mettons, les personnes soient plus autonomes dans la façon qu'ils gèrent leur matière résiduelle, puis aussi qu'ils puissent prolonger leur vie par eux-mêmes. On pourrait penser à l'atelier coopératif La Patente, qui est dans Limoilou, à Québec. Eux, à chaque semaine, ils ont un café réparation. C'est vraiment un concept là, mondial. Dans le fond, on se présente là avec un morceau de vêtement brisé, un appareil électronique défectueux, puis il y a des personnes qualifiées, compétentes qui vont nous aider à mettre ces produits-là fonctionnels à nouveau. Puis, dans le fond, c'est... Non, ben c'est bon, tu peux continuer. Puis souvent, la principale pensée qu'on a dans l'économie circulaire, c'est que les déchets des uns sont les matières premières des autres. Ben, c'est le cas avec la stratégie de l'écologie industrielle qui s'intéresse beaucoup aux entreprises et comment on peut faire des symbioses entre celles-ci. Je vais vous donner l'exemple de la coopérative Boomerang qui est située à Montréal. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des résidus de brassage, donc des drèches, dans le fond, de plusieurs brasseurs qu'il y a aux alentours, puis elle va la transformer en farine maltée. C'est vraiment des farines là, qui sont pleines de bonnes propriétés, sont protéinées, ils ont des fibres aussi. Puis ça peut être vendu à des transformateurs dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, c'est des rejets qui, normalement, seraient allés au compost, incinération, ou à l'enfouissement, puis que là, ils peuvent être revalorisés. Donc, ça permet vraiment aux deux entreprises d'être gagnantes parce que ça permet justement des beaux échanges comme ça là, de matière. Il y a d'autres stratégies qu'on pourrait explorer aussi. Par exemple, le reconditionnement. On pourrait penser, par exemple, acheter des petits appareils électroménagers reconditionnés pour une chambre d'hôtel, un petit frigo, par exemple. Aussi, par exemple, vous rénovez des chambres, puis qu'il y a encore du mobilier qui est en super bon état, vous pourriez penser à faire le don et la revente à des organismes à but non lucratif ou peut-être à des petites entreprises qui ont un peu moins
de moyens financiers, mais qui sont encore bons pour l'utilisation. Il y a aussi le recyclage et compostage, la valorisation énergétique, on pourrait penser par exemple à la biomasse, c'est des matières organiques qui vont être transformées en électricité, ou sinon l'économie de fonctionnalité qui mise sur l'usage d'un bien et non sa possession. Alors, vous aurez déduit que l'économie circulaire offre plein d'avantages. Au niveau environnemental, ça permet de réduire les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Ça permet également de réduire le gaspillage de ressources et les pollutions, les déchets. Au niveau économique, ça permet de maîtriser la chaîne d'approvisionnement et les frais afférents. Avec la pandémie, on s'est rendu compte que la rupture des chaînes d'approvisionnement a comme déstabilisé tous les systèmes. Donc lorsqu'on s'approvisionne souvent localement, on n'a pas d'enjeu lorsqu'il y a des événements de ce genre. Au niveau économique, l'économie circulaire permet également d'améliorer le potentiel d'innovation et d'éco-conception. Comme vous l'avez vu avec la chocolaterie, là, ils ont comme réimaginé leurs emballages, ce qui leur a permis sûrement de sauver des coûts, parce que lorsqu'on réduit la quantité d'emballage, ça fait moins de matière. Ça permet également d'augmenter le potentiel d'opportunités d'affaires, comme expliqué tantôt avec l'écologie industrielle. Là, une matière résiduelle peut être utilisée comme une matière première. Donc, ça fait, bien sûr, si vos matières résiduelles vous offrent des revenus supplémentaires, donc c'est toujours bénéfique. Au niveau social, ça permet de créer des emplois qui sont locaux et difficilement délocalisables. Ça permet aussi d'avoir un fort potentiel de création d'emplois en réinsertion sociale. Et pour terminer, ça améliore l'image de marque d'une entreprise aussi. Au Creux, on mène différentes initiatives en économie circulaire, donc des projets, des offres de services aussi. En économie circulaire, on a eu à mener un projet qui s'appelait Solutions que Audriane a eu à mener, là, qui visait à accompagner des restaurants, des cafés, des hôtels, à réduire leur utilisation d'emballage à usage unique. Moi, je mène un projet actuellement qui s'appelle ICLO, où on fait de la mutualisation de plusieurs organisations d'économie sociale, donc du transport, de l'entreprise, des ressources humaines. On fait également de la symbiose industrielle, c'est-à-dire qu'on se place souvent au milieu. Des entreprises nous contactent pour nous dire qu'ils ont des matières résiduelles, qu'ils aimeraient trouver des débouchés, des repreneurs, et on fait le travail de chercher des récupérateurs potentiels. On accompagne également des entreprises à mettre en place des initiatives d'économie circulaire, parce qu'il y a 12 stratégies qui sont... Tout le monde n'arrive pas à déceler quelle stratégie pourrait s'appliquer à son entreprise. Donc, nous, on fait le travail d'aller voir, diagnostiquer et puis essayer de voir comment on peut faire en sorte que ce soit plus circulaire l'entreprise. On fait aussi du développement durable, donc à travers des politiques et des plans d'action en développement durable. On habite également le fonds Éco-Leader avec nos deux collègues Jean-Charles et Martine, qui font un excellent travail d'accompagnement des entreprises, aller chercher du financement pour faire des transitions durables. Ils offrent également la possibilité d'aller trouver des experts qui puissent vous accompagner aussi dans vos démarches de transition durable. Donc n'hésitez pas à les voir, ils ont un stand aussi dans la salle juste à côté, pour les voir. Nous, on fait des formations en économie circulaire et en éco-responsabilité de manière plus large là aussi, éco-responsabilité, développement durable, gestion des matières résiduelles, économie circulaire. Donc ça nous fera plaisir de vous aider si vous avez des besoins dans l'avenir. Voici quelques ressources que vous pouvez consulter lorsque vous aurez la présentation. Là. Il y a la plateforme Québec Circulaire qui est en fait une plateforme d'information en économie circulaire. Il recense tous les projets innovants en économie circulaire du moment. Donc c'est vraiment intéressant de les consulter. Il y a le réseau Synergie Québec aussi, qui est en fait un réseau d'agents sur l'ensemble du territoire du Québec. Donc en fait ces agents font le même travail que nous partout au Québec. Donc n'hésitez pas à aller voir dans vos territoires quel agent pourrait vous accompagner en économie circulaire. Il y a également le RED, qui est en fait un réseau de recherche en économie circulaire. C'est plus des professeurs, des anciens chercheurs qui font un excellent travail de vulgarisation de recherche scientifique aussi, donc que vous pouvez consulter aussi. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être ouvrir la lumière, s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Marie Dupont, je suis maire d'Elle-de-Bon, je suis en même temps vice-président de la Régie régionale des matières visuelles de Port-Neuf. C'est sûr qu'au départ, quand vous parliez au niveau des produits, c'est vrai qu'on marche à l'envers, parce qu'il y a des produits, malheureusement, que les entreprises partent, puis malheureusement, ils marquent comme quoi c'est recyclable, mais il y a des choses qui sont ensemble qui ne peuvent pas se faire. Je pense que déjà d'emblée, le gouvernement devrait nous consulter pour pouvoir faire en sorte que ce soit entièrement recyclable. Tantôt, ce que vous parliez, comme quoi qu'il y a beaucoup qui s'en vont de déchets dans le recyclage, ce n'est pas le cas de Port-Neuf. Peut-être dans la région de Québec, parce que c'est la région de Québec qui n'a pas d'incinérateur. Dans la région de Port-Neuf, je peux vous assurer que plus de 80%, que ce soit dans le carton de papier, qui est retrouvé le marché. Dans le bois, c'est plus de 80% des produits de construction qui sont récupérés, qui sont utilisés pour d'autres fins. Puis je vais l'économie circulaire parce qu'on travaille aussi avec Saint-Marc-Carrière pour la ressourcerie, puis qui marche avec les autres ressourceries du comté de Port-Neuf. Vous comprendrez que, en fait, les contribuables, si je prends l'exemple du comté de Port-Neuf, du comté de Port-Neuf au niveau de la régie régionale, on est un leader, tout ce qui ne va pas dans le site d'enfouissement. Okay? C'est sûr et certain qu'on a une subvention, ce qui fait en sorte que les citoyens vont payer moins cher. Si on enfouit, on est dans une pénalité, donc on doit payer pour l'enfouissement. C'est pour ça que le marché, quand on parle que ce soit du bois, du carton, ou on parle du bio pour la drèche, en gros, varié. La drèche, c'est un côté de Port-Neuf, la majorité qui font des microbrasseries s'en vont sur les fermes. Ils vont le donner au niveau des fermes. Et si elle n'ira pas, ça n'ira pas non plus à la longue. Ça irait dans le compostage. Et le compostage, on est subventionné pour ça. Fait que je peux vous dire qu'on maximise. Le site présentement de Port-Neuf, on est en attente de faire la production de méthane. Comment dire, prendre le méthane pour faire du propane avec de l'oxygène. Ça va être gaz hydro. La Régie régionale va recevoir des sous pour ça et en même temps, ça va nous permettre de faire encore plus de développement. Fait que, oui, il y a des choses qui sont faites, c'est pas tout comme au Québec, parce qu'à Québec, j'ai visité le site d'enfouissement de Québec où ils mettent des cendres, mais j'ai aussi visité l'incinérateur et je peux vous dire c'est un monstre qui rentre là, c'est épouvantable. Je pense que les gens auraient avantage à aller visiter l'incinérateur de Québec pour comprendre le déchet qui rentre là, c'est épouvantable. En électronique, on a aussi des gens qui récupèrent. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont importants pour faire de l'électronique. Il y a même de l'or là-dedans, il y a des métaux précieux. Et tout ce qui est envoyé dans les centres, dans les éco-centres, on envoie ça à des places spécialisées pour qu'ils puissent récupérer les matériaux de ça. Si c'est des, on dit toujours aux gens, si vous avez encore des meubles en bon état, des vêtements, de l'électronique qui peuvent avoir un usage, on pousse pour que ça s'en aille dans les ressourceries ou des places appropriées pour ça. Le restant, on s'en charge et on récupère. Merci pour l'intervention. C'est intéressant. C'est bien aussi que ça parte d'en haut, les messages, oui. Ça va plus de porter un peu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Moi, je suis de la vallée Sainte-Fête en 191. C'est un site pour la famille, les enfants, tout ça. Et je reçois beaucoup de groupes scolaires. Tu sais, moi, j'essaie que les enfants aient des lunchs avec des choses réutilisables et tout ça, mais ce que je vois tous les jours quand j'ai des groupes scolaires qui viennent, c'est que c'est effrayant les déchets qu'un groupe scolaire arrive avec. C'est fou le soir. Qu'est-ce qu'il faut? Tu sais, on retrie, on essaye de faire notre possible. On sait qu'ici, c'est bien géré, on peut bien trier, mais les jeunes, pour vrai, là, sont vraiment pas tant conscientisés. Tu sais, on pense que c'est tout fait là, dans les écoles, mais ça ne l'est pas. Puis à la base, les parents, ils ont encore le choix d'acheter des petites cannes de jus jetables. Est-ce qu'il y a des actions qui sont plus en amont de tout ça, qui fait que bientôt, il n'y aura plus ce choix-là, puis les gens vont avoir juste des choses réutilisables. Parce que je pense que ça part un peu de cette base-là. Pour l'instant, il n'y a pas de législation ou quelque chose comme ça pour tout ce qui est les approvisionnements dans les épiceries. C'est sûr qu'encore une fois, ça parle de l'éducation, puis ça va pas juste pour les enfants, pour les parents également, de faire des choix plus conscients un peu. Je ne sais pas si tout... Non, pour l'instant, il n'y a pas d'initiative réglementaire, mais c'est plus de la sensibilisation, effectivement. Aller s'informer sur les sites web des municipalités et tout. Donc, il y a des campagnes de sensibilisation, effectivement, à mener encore pour sensibiliser les parents d'élèves et les élèves. Mais je laisserai monsieur. Je peux vous répondre. C'est l'entreprise présentement qui va gérer pour les consignes.
Et présentement, on a pour les cartons de lait, les jus qui s'en viennent. Donc, cette problématique-là, il va y avoir une consigne dessus et ça va être des consignes, donc il va y avoir 100% de cela à ce moment-là. Ça vient. L'implantation devait commencer l'automne dernier, puis c'est un petit peu repoussé dans le temps parce qu'ils sont aperçus que la bouchée était un peu grande. Présentement, c'est sur les consignes, si vous avez remarqué, vos canettes sont rendues à 10 cents, des remboursements. Mais ce qui s'en vient, c'est qu'il va y avoir tous les cartons de lait, les cartons de jus, tout ce qui est métaux. Maintenant, il y a une canette avant, vous preniez de l'eau Perrier, vous n'avez rien pour. Maintenant, c'est 10 cents que vous avez pour. Mais ça s'en vient avec le gouvernement du Québec, justement, qui ont fait quelque chose sur le recyclage. Et je pense que Éco-Entreprises Québec aussi font des campagnes de sensibilisation aussi pour sensibiliser le monde. Je pense qu'ils gagneraient à diffuser davantage. L'idée, c'est vraiment d'essayer en amont d'éviter d'acheter ces matières-là. Donc, comme vous le faites là, acheter des contenants qui sont réutilisables que à la maison, vous allez laver après et réutiliser. Mathilde, tu avais J'avais juste un petit commentaire à faire par rapport à ça. Je pense que c'est une stratégie qu'on a fait collectivement au Québec aussi, qui était à revoir, de toute façon. C'est quoi le véhicule le plus vendu l'année passée? C'était le Ford F-150. On n'a jamais utilisé autant de pesticides au Québec que l'année passée. Fait qu'à un moment donné, oui, on met en place des mesures qui sont intéressantes, mais on a décidé de ne pas sortir la stratégie du bâton qui pénalisait les gens qui s'achètent des Fords, puis on en avait vu aujourd'hui ici. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à faire au niveau de la sensibilisation, de tout ça. On essaie de passer le message, mais je pense que oui, du côté de réglementation, ce n'est pas la voie qui est privilégiée en ce moment, mais qui ne va pas nécessairement changer les habitudes de consommation en tant que des gens. On travaille fort pour des entreprises pour soutenir les virages plus éco-responsables, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ce volet-là aussi qui est important, qui méritait peut-être un petit peu d'attention aussi. Bonjour, moi je suis Stanola, je suis nouvelle destination bien ratière. Nous, on est en train d'instaurer un service de traiteur avec des plats réutilisables. C'est un énorme défi, c'est de challenger nos partenaires pour qu'ils embarquent avec nous, mais c'est possible. Donc, je vous lance l'idée comme ça. Je sais qu'on est dans le tourisme, puis que souvent, il y a des services de traiteurs. Voilà. C'est ça, oui. C'est l'approvisionnement. C'est l'approvisionnement. Et que ce soit réutilisable de A à Z. Nous, on essaie de gérer la partie consommation au final. Donc, vraiment, nous, on offre un service que le client ne consomme absolument rien. Tout est réutilisé, tout est lavé. Puis, retourne pour le prochain client. C'est comme un système de consigne qu'on donne aux clients. On est plus dans la confiance. Pour l'instant, on est tout petit. On y va avec la confiance. C'est ça. On fait confiance à nos clients. Mais je pense que c'est dans l'éducation aussi envers notre clientèle et envers nos partenaires. Puis nous, en tant que petite entreprise, on essaie de faire une démarche et d'emprunter un pas pour faire une différence dans le futur. C'est ça. Fait qu'on en parle parce qu'on veut que les autres embarquent avec nous. Parce que d'être tout seul, c'est plus difficile, mais quand on le fait tout le monde ensemble, on peut faire une différence. J'ai une question par rapport à ça. C'est un service de traiteur, donc les gens achètent la nourriture, partent avec à la maison. Non, on est un système hôtelier. OK. Donc, on a une chambre. Fait que les gens, ils achètent le service, on le dépose dans le frigo, dans un plat réutilisable, pour nous laisser les plats. C'est sûr que ce n'est pas applicable partout, j'en suis consciente. Mais tu sais, quand même, quand on a approché notre service traiteur, on l'a challengé, on lui a dit, nous, on ne veut pas de déchets. C'est quoi les enjeux? Est-ce qu'on doit acheter des plats? Est-ce que tu achètes les plats? Est-ce que tu peux les laver? Est-ce que c'est nous qui les lave? Est-ce que c'est le client qui les lave? On connaît tout ça. Est-ce que vous avez regardé pour du compostant? Oui, parce que on trouve que c'est un déchet. On essaie vraiment de faire comprendre aux clients que c'est possible d'avoir zéro déchet. Parce que moi, je vis comme José Desraglaines, c'est du compostable. Soit c'est de l'aluminium ou c'est du compostable. Donc, quand tu finis, puis on va ça dans le bac de compostable, puis si c'est de l'aluminium, il faut juste le séparer. Oui. Nous, on est vraiment dans un plat. Là, on prend du plastique, du verre, du métal. Okay. Puis, tu sais, les gens, ils réutilisent chaque fois. Fait que le client le laisse.
Puis après ça, ben, on l'envoie au traiteur, il le lave, puis on le réutilise. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment zéro déchet. Il n'y a rien qui est jeté au recyclage ou à la poubelle. S'il reste des restants de nourriture, ben là, C'est composté. C'est compost. 11h15. 11h15. Non, je demandais, en fait, excuse-moi, je demandais combien de temps encore. La présentation à l'oral. Pardon? Il va manquer l'oral, puis après, on va voir. Ok, fait que je te reste quoi, une demi-heure? 20 minutes pour des questions. 20 minutes, ok, parfait. Je peux continuer. Mais tout ça pour dire que c'est comme une discussion qu'on aimerait ça comme lancer, puis qu'on veut que vous mettiez dans vos têtes pour pas qu'on soit tout seul dans cette espèce de processus-là, qui va se permettre d'un rassemblement comme ça pour en parler. Ben, en fait, je suis un peu dans... Parce que nous, à Picole, on est une distillerie dans le quartier Saint-Roch. Puis nous, ben, les gens, on fait du réemploi de bouteilles. Donc, on a vraiment conçu nos bouteilles pour qu'on les réutilise. Quand les gens, les bouteilles reviennent, il y a un dépôt, les gens, ils rapportent la bouteille, on en redonne. Puis, c'est vraiment difficile. Là. Les gens, ils font tout vider. On parle de tout ce qu'on fait en éco-responsabilité, réemploi, réutilisation d'énergie, tout ça. Parce que notre entreprise est basée sur les valeurs, on construit sur ces valeurs-là. Là, les gens font wow. Ils achètent des bouteilles, mais ils apportent. Mais ils sont tous émerveillés, puis le taux de retour en ce moment est très, très bas. Bon, je comprends quand ils achètent un gin, ils ne boivent pas dans son oreille. Ça, je peux comprendre. Mais on a de l'hydromel qui est comme un peu comme un vin ou comme une bière, puis les gens le consomment, mais pas le demandent pas pour le consommer le soir même. Elle ne revient pas. Là, ils habitent dans le quartier, là, c'est pas bon. Ils découvrent ça. Ils sont trop belles. Ouais, les bouteilles sont belles. Mais c'est ça, il y a vraiment un défi de comment conscientiser le consommateur. C'est un petit peu les même si on offre des solutions, les gens trouvent ça. Vraiment, les gens ils sortent de chez nous. C'est extraordinaire ce que vous faites pour l'environnement, Après, c'est ça, ils ne font pas le geste pour qu'eux-mêmes fassent partie de la boucle. Là, parce que même si nous, on démarre la boucle, on part, on ramène nos bornes, ça se trouve dans nos villes. C'est pareil un peu comme la consigne de canettes, justement, parce que même si on a augmenté à 10 cents, ben, le monde la jette pareil dans le bac de recyclage, puis ils ne prennent même pas le temps de la mettre dans la partie canette. Si ce qui est dans le bac de recyclage, c'est pas encore là. C'est recyclé. Ouais, Le norme, c'est sur le métal qui est recyclé à vie. C'est encore là. Et il n'y a pas de problème sur le bac de recyclage. Dans la poubelle un peu moins, tu sais. Nous, on en voit même qui est dans les poubelles, tu sais. On va prendre une dernière question. Oui, c'est ça. Il y a une stratégie qui pourrait, je ne sais pas si ça pourrait être appliqué, là, je vous la lance comme ça, là, de donner comme des avantages au client qui ramène son complément. Il y a déjà 3 $, on lui donne 3 $ quand il le ramène. Je pourrais lui donner un chèque là. Il y a 3 $. Une dernière question? J'avais peut-être un commentaire sur ça. C'est surtout, je pense, de continuer à le faire. Parce que plus les entreprises vont se dire, OK, on continue à faire ce modèle-là, plus ils vont juste voir ce modèle-là, puis le monde va embarquer. Puis, tu sais, pour les canettes que tu parlais, ben moi, je travaille pour les Scouts de Québec, puis on était engagés par le Pantathlon des Neiges. Vraiment, tu sais, c'était du bénévolat avec un petit avantage pour aller trier les poubelles dans l'événement du Pantathlon. Fait que, tu sais, on a ramassé les canettes, puis après ça, on a fait les canettes consignes. Puis, tu sais, il y a beaucoup encore de ces mouvements-là de bénévoles qui sont prêts à prendre cette opportunité-là. Fait que si vous faites de l'événementiel, n'hésitez pas à contacter ce type d'organisme-là, ça peut valoir la peine de faire ce tri-là. Puis en même temps, ça conscientise, ils voient, OK, il y a des monde qui font le tri, fait il faudrait peut-être que je le fasse. Hein, fait que ça aide là, beaucoup. Puis la disponibilité aussi des contenants, c'est important de se dire, ils n'ont pas besoin de faire des kilomètres pour réussir à le mettre dans le truc à canette, c'est plate, mais ça prend de l'accessibilité à ça. Oui, dernière. Je veux vraiment juste apporter un point je travaille à l'hôtel de musée Première Nation, et nous, en cuisine, on a choisi de ne plus offrir du payer en bouteille ou en canette. On avait installé un système d'eau avec une eau gazéifiée, et à chaque vente que l'on fait, on remet une portion du profit à un organisme qu'on a choisi, l'organisme autochtone. Puis, on va plus loin que ça encore, lorsqu'on veut choisir un fournisseur pour pallier un besoin qu'on a,
on va choisir un fournisseur qui va se coller à cette cause-là aussi. Donc, ça peut peut-être vous donner des idées pour qu'on incite nos partenaires à faire compagnie, puis de se coller à ça. Je trouve que c'est un bel incitatif. Tout le monde peut. Merci pour vos interventions. On pourrait en parler toute la journée, mais on va laisser une prochaine présentatrice faire sa présentation. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je suis la dernière avant le dîner. En plus, les lumières tamisées. On va faire notre possible. Moi, c'est Laura, je suis conseillère en environnement chez Recyc Québec. Donc, après, si vous avez toutes vos questions de canettes et recyclage, ça m'a fait plaisir, mais je suis là en ce moment pour vous parler d'un projet qu'on a en collaboration avec le ministère du Tourisme pour mettre en œuvre l'économie circulaire dans le secteur de l'hébergement touristique. Donc, rapidement, je vais juste vous dire qui est Recyc Québec. Là, des fois, ça peut être flou. Qu'est-ce qu'on fait? Après une mise en contexte du projet, les partenaires, les cohortes d'hôteliers, les vitrines d'économie circulaire qu'on met en place et le processus qu'ils ont suivi, qui sont en train de suivre dans ce projet-là. Quelques exemples de projets qui sont en cours et la dernière étape qui sera de diffuser tout ça à la fin. Donc, chez Recyc Québec, notre mission est d'amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques. Pour nous, l'économie circulaire est rentrée dans le portrait environ 2016, vraiment dans la mission. Notre mandat est de promouvoir, développer et favoriser la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage de contenants, d'emballages de matières ou de produits, ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources. Au-delà de ça, on a toute une équipe réduction économie circulaire de laquelle je fais partie. Donc, on fait beaucoup de gestion de projets dans plusieurs milieux. Là, aujourd'hui, c'est dans le milieu du tourisme, mais il y en a plusieurs autres. On parle de gaspillage alimentaire et tout ça. Gestion de matières organiques, tout ce qui est responsabilité élargie du producteur. Donc, on parlait tantôt des électroniques, mais il y a les piles, les peintures, tout ça, ça fait partie de notre mandat. Tranquillement, la collecte sélective s'est transférée vers un autre organisme dans toute la modernisation de ces systèmes-là. Les résidus de construction, rénovation, démolition, pneus, consignes, tout ça fait partie du quotidien. Donc, pour le projet, juste une petite mise en contexte. Donc, c'est... Oh, non, j'ai sauté trop. Voilà. C'est un projet qui a été co-initié par le ministère du Tourisme et Recyc Québec. Donc, eux ont un plan de tourisme durable où il y a une action en économie circulaire. Ils ne sont pas les spécialistes d'économie circulaire, ils sont venus vers nous. Nous, on n'est pas les spécialistes du tourisme. On s'est mis ensemble pour un peu diffuser ça ensemble. Afin de pouvoir faire le lien avec le secteur de l'hébergement touristique, on collabore avec l'Association d'hôtellerie du Québec et dans le cadre du projet, on a une firme qui accompagne chacun des hôteliers dans ces processus-là. Donc, c'est la firme Stradier en collaboration avec le Centre de transfert technologique en écologie industrielle qui est à Sorel-Tracy, qui sont quand même très bien spécialisés en économie circulaire, gestion des matières résiduelles. Et il y a toute une partie qui est communication et diffusion de ce projet-là qui est à venir, que je vais vous expliquer par la suite. Donc, la manière que fonctionne ce projet-là, c'est par cohorte d'hôteliers. Donc, on a commencé avec une cohorte, la première cohorte de 4. Ça a commencé fin 2022 pour la première cohorte. Donc, vous avez les établissements qui sont là, c'est vraiment partout au Québec. Donc, la première cohorte de 4 et la deuxième qui tout juste vient de commencer en novembre 2023. Il y en a 9, donc c'est vraiment bien réparti sur le territoire québécois. Donc, ces deux cohortes qui, ultimement, vont créer des vitrines d'économie circulaire. Donc, le concept qu'on a voulu créer, c'est de documenter, expérimenter et diffuser les meilleures pratiques d'économie circulaire dans ce contexte-là. Démontrer les bénéfices d'approches innovantes en matière d'économie circulaire, sensibiliser, mobiliser les entreprises touristiques, les clientèles,
des hébergements et les citoyens à l'adoption de bonnes pratiques d'économie circulaire et de valoriser et favoriser la planification et l'adaptation à plus grande échelle. Donc, on veut vraiment que ce soit des vitrines pour inspirer autant la clientèle que d'autres collègues dans leur milieu, dire « Ah, ben ça, c'est vraiment intéressant, je pourrais peut-être faire ça chez nous en l'adaptant un peu. » C'est pour ça aussi que les cohortes, les hôtels sont très variés. Il y en a de 5 unités, il y en a de 250 unités, il y en a qui sont des hôtels très classiques, d'autres c'est des yurts, des full box, des trucs comme ça. C'est vraiment très diversifié et c'est fait exprès pour pouvoir avoir des exemples variés. Je pèse tout à 2 fois. Bon, le processus est fait en 7 étapes. Donc, je vais passer à travers ces 7 étapes-là. Mais rapidement, on a premièrement l'engagement des gestionnaires de ces entreprises touristiques-là. On a créé un rapport de bonne pratique en économie circulaire, je vais vous montrer tantôt. Il y a une formation, un diagnostic, des plans d'action qui sont créés et après, il y a une mise en œuvre avec le suivi des plans d'action pour ultimement faire le bilan et diffuser cette belle information. Donc, le premier livrable de ce projet-là, ça a été un guide de meilleures pratiques en économie circulaire dans le secteur de l'hébergement touristique. C'est disponible. En fait, je suppose que ma présentation vous sera disponible. Le lien est cliquable. Là. Si vous cliquez sur le visuel, vous allez voir le rapport. Mais il est disponible juste en googlant même le titre, là, vous allez le trouver. Ça fait une revue des meilleures pratiques par thématique. Donc, les thématiques, c'est gouvernance et organisation, information, sensibilisation, éducation. Et après, ça, c'est des thématiques transversales. Après, il y a des thématiques départementales qu'on a appelées, qui est pour la gestion de l'établissement, les infrastructures, les équipements, l'hébergement, la restauration, les services connexes. Et pour chacun, c'est lié. Il y a comme une fiche qui est faite. Et ça dit, ça l'explique c'est quoi, pourquoi qu'on le fait, puis des bonnes pratiques à travers le monde. Il y en a au Québec, il y en a au Canada, il y en a aussi à travers le monde. Donc, chaque initiative est liée à un exemple concret qui existe. Donc, le rapport, ça a été un premier livrable, mais c'est quelque chose qui est comme offert aux hôteliers quand ils rentrent dans le projet. Après, les cohortes ont une formation virtuelle sur l'économie circulaire. C'est vraiment un peu ce que vous avez vu avec le Conseil national qui vient de faire, mais en 2-3 heures, donc on va vraiment plus en profondeur dans les stratégies, puis c'est très interactif, tout ça. On présente les enjeux, les avantages socio-économiques et environnementaux de participer à l'économie circulaire, quels sont les incitatifs stratégiques, réglementaires, les grands objectifs de notre projet, puis comment ça s'insère dans l'économie circulaire, les 12 stratégies que vous connaissez maintenant, et les outils, les programmes, les ressources pour se mesurer, s'améliorer, communiquer à ce public. Donc, tout ça fait partie de la formation. Après la formation, il y a rentre en ligne de compte la firme qu'on a mandatée pour faire l'accompagnement. Donc, ils vont sur place dans chaque établissement et font un diagnostic avec eux. Donc, le diagnostic est sur les mêmes 7 points qui se retrouvent dans le guide. Donc, ça leur permet aussi, l'hôtelier, de comme faire le lien entre ce grand fascicule très théorique et leur établissement une fois qu'ils font le diagnostic. Et c'est vraiment un diagnostic très exhaustif. Ils vont les amener à mesurer, vont faire l'état des lieux et de là, ils vont leur donner des recommandations de ce qui peut être amélioré, ce qui peut être mis en place. Et ultimement, le but est de co-créer un plan d'action. Donc, le plan d'action est co-créé dans le sens que la firme, avec le diagnostic, leur présente qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Mais c'est vraiment l'hôtelier qui doit s'asseoir et faire ses devoirs et dire, bien moi, ça c'est plausible pour moi, ça c'est pas plausible, mais ça serait peut-être à moyen terme. Donc, il y a vraiment un travail qui doit être fait. C'est le moment le plus énergivore là, pour l'hôtelier, la partie de faire le plan d'action. Donc, le plan d'action inclut les actions, les étapes de réalisation, le statut du diagnostic. Donc, des fois, ils font un peu de quelque chose, mais pas complètement. Fait que c'est ça, le statut de diagnostic. Est-ce qu'on peut pousser plus loin? L'échéancier aussi, comme je vous dis, il y a des choses qui sont très court terme, qui peuvent être faites, mais s'il y en a qui c'est à long terme, ben, ça peut être
par exemple, très cher et il faut le planifier, et le calendrier de réalisation. Donc, après, il y a toute une matrice de priorisation parce que des fois, ils ressortent avec 18, 20, 25 actions qui sont possibles, et là, c'est un peu... c'en est beaucoup là, à digérer tout d'un coup. Fait que là, il y a une matrice de priorisation qui est faite pour les aider à prioriser parce qu'ils rentrent habituellement en disant « on va tout faire ». Mais ils se rendent compte que non, mais c'est finalement pas bien, c'est pas possible. Fait que c'est pour ça que ça les aide à prioriser leurs actions. Et ultimement, il y a la mise en œuvre. Là, la firme les accompagne jusqu'à ce point-là. À ce point-ci, il y a comme une banque d'heures qui leur est offerte s'ils ont besoin de leur accompagnement sur peut-être une action qui leur est moins familière, qui est plus difficile. La firme va leur donner une banque d'heures pour les aider là-dedans, mais la mise en œuvre est vraiment de leur responsabilité, leur côté. Donc, ils choisissent des actions à court et moyen terme parce qu'il y a des actions qui sont financées dans le cadre du projet et ils doivent le faire dans les 12 mois suivants. Donc, il faut qu'ils choisissent quelque chose ou des actions qui peuvent être complétées en 12 mois. Donc, ça, c'est où je rentre en ligne de compte et on procède au financement et tout ça, et je fais le suivi du projet avec eux. Et donc, dans ce grand projet-là, il y en a comme un plus petit qui est plus cadré, plus financé par nous et qu'on suit du début à la fin sur les 12 mois. Quelques exemples concrets là, qui sont... là, la deuxième cohorte vient de finir, est en train de finir le diagnostic. Je n'ai pas encore d'exemple de projet qui le fera. Mais la première cohorte, par exemple, il y a un des hôtels qui a décidé d'aménager un terrain adjacent qui leur appartenait, mais qui était comme en friche. Donc, de l'aménager pour créer un espace communautaire incluant comme arbres fruitiers, placettes, pour que la communauté puisse venir en profiter aussi, même si c'est leur terrain privé. Leur souhait, c'était que l'hôtel fasse partie un peu de la communauté, comme si c'était un petit parc. Rénovation de la cour extérieure en priorisant le réemploi. Donc, il y avait déjà une cour extérieure avec des bains nordiques, mais qui ne fonctionnait plus. Mais tous les matériaux, en fait, ont été récupérés. Ils vont être, comme les pavés, par exemple, vont être replacés, mais c'est les mêmes pavés. Donc, il n'y a pas d'achat de nouveaux matériaux. Donc, c'est toute une éco-conception aussi qui est inclue là-dedans. Récupération d'eau grise et d'eau de pluie. Pour ceux qui sont moins familiers, les eaux grises, c'est toute l'eau qu'on utilise dans notre quotidien, comme quand on se lave les mains, là, on appelle ça une eau grise. Et les eaux de pluie pour nettoyage des véhicules récréatifs. Donc, les gens vont faire leur tour de VTT et utilisent la hose avec de l'eau potable, mais ça pourrait, dans le fond, ils vont réutiliser leurs eaux grises aux pluies pour ça, par exemple. Reconditionnement de mobilier, il y en a beaucoup. Rembourrage de chaises, de divans, tout ça. Déjeuner zéro déchet, c'est presque les hôteliers qui ont décidé de mettre ça en place. C'est quelque chose qui est assez rapide et peu coûteux, surtout si c'est financé. Donc, voilà. Il y en a beaucoup plus. Il y en aura beaucoup plus avec la deuxième cohorte, mais c'est à voir. Je vais moi-même les découvrir d'ici juin, sûrement. Donc, pour la suite, ça va être la diffusion de ces 13 vitrines d'économie circulaire, donc les 4 de la première cohorte et les 9 de la deuxième. C'est un mandat, en fait, qui va être à venir. Là, ça va vraiment être une firme qui va... on planifie sûrement des vidéos qui vont être un outil pour les hôteliers eux-mêmes. Ils ont tout fait cet effort-là de mettre ça en place, donc ils vont pouvoir l'utiliser eux comme outil promotionnel s'ils veulent. Ça va être aussi sur les réseaux sociaux, les médias, on veut vraiment que ça rayonne. Donc tout ça va être au printemps 2025 parce que la deuxième cohorte, elle vient de commencer, donc elle a 1 an pour faire ses projets, donc les résultats vont venir d'ici 1 an. Et comme je vous ai dit, là, les objectifs au début, c'est vraiment de démontrer les bénéfices d'approches innovantes en matière d'économie circulaire, sensibiliser, mobiliser les entreprises touristiques, les clientèles, les citoyens, et aussi montrer que le Québec est un modèle notamment d'économie circulaire et que le tourisme durable aussi, là, ça fait partie de notre OMIA. Donc voilà, je peux prendre vos questions maintenant, mais si jamais toutes mes coordonnées sont là, je suis à votre disposition.
Alexandre Normand, je suis du fief gaulois. J'ai une ferme à Saint-Raymond. Là. On valorise 100 tonnes à peu près de déchets annuels, des drèches, des fruits et légumes, ces choses-là. Si ces hôteliers-là, il y avait le coup de mettre sur leur table que ça soit tant volet éthique animale que volet, on va dire, revalorisation de déchets à la source, est-ce qu'il y a moyen d'être en contact avec ces gens-là? Est-ce que Recycle Québec a moyen de faire de la visibilité pour faire des petites entreprises comme la mienne qui devraient peut-être voir ces produits sur la table? Ben ça, si vous voulez comme me contacter pour que moi je puisse, parce que dans le fond, c'est partie de votre mandat. ben, dans le cadre du projet, oui. C'est pas nécessairement notre mandat Recycle Québec, là, mais dans le cadre du projet, oui, c'est ça. Fait que vous pouvez communiquer directement avec moi. Ou même avec, si certains sont plus proches de l'HQ, là, parce que c'est comme quand même une association hôtelière, tout ça. Ils sont partenaires dans le projet. Donc, vous pouvez passer par moi, par eux, où vous êtes plus confortable. Puis, on va s'arranger pour qu'on puisse partager ça avec les hôteliers qui participent. C'est ça. Parfait, merci. Et maintenant, vous, sachant, c'est public, là, tout ça, là, donc, sachant qu'ils participent, vous pouvez même directement dire, bien, ils sont sur mon territoire, ils sont proches, je peux leur parler directement, j'ai vu que vous faites partie de tel projet, il n'y a aucun problème. C'est ça, juste dans le fond, vous avez mentionné le volet rayonnement. Absolument. C'est comme la raison d'être de ce projet-là. C'est vraiment réellement une vitrine. Merci. J'ai fait une question. Le reste pour les gens qui se présentent dans la page, je me demandais comment appliquer, quels sont les critères de l'éligibilité. Oui, bien, c'était planifié de cohorte et c'est de cohorte. Fait que là, c'est comme terminé. Moi, je ne sais pas si c'est un mandat qui pourra être renouvelé. C'est un cofinancement aussi, Recycle Québec et le ministère du Tourisme. Le tout là, est un investissement d'1,8 million. C'était quand même significatif. Est-ce que ça va se faire à plus petite échelle? Est-ce qu'un partenaire peut reprendre le concept? Ça, c'est quelque chose qui va discuter dans cette chose. Mais malheureusement, c'est le recrutement de la deuxième cohorte a eu lieu au début de l'automne. Hein? Ça fait partie de mon quotidien, mais je ne me rappelle même plus. Mais ouais, c'était comme septembre, octobre. Encore 5 minutes pour les questions. 5 minutes, parfait. Si vous avez des questions, sinon, je suis rejoignable aussi. Oui, allez-y. Aller plus large là, que juste présentement, il y a une modernisation de la consigne. Oui. Puis la mention vert a été parlée encore une fois. Est-ce que Recycle est en train de travailler? De toute façon, on a parlé beaucoup de recyclage. Je veux dire, Recycle Québec, c'est pas rien pour oui. On a parlé beaucoup de recyclage. Est-ce que dans le recyclage de verre, il est en train de faire des projets? Ben, oui, il y a des projets au Québec, mais on connaît les cloches là, dans certains trucs là, pour pouvoir les diviser. Le recyclage, ben, ouais, il y a des projets pilotes d'innovation. Celui, ben, le classique, c'est le béton. Il essaie de voir combien il peut en réinsérer comme au maximum pour conserver la qualité du béton. Il y a des CTT qui travaillent là-dessus aussi. Mais c'est toujours on est beaucoup plus dans la réutilisation, la réduction à la source et après la réutilisation par le réemploi du verre. C'est ça l'idéal. Oui. C'est pas ça qui se fait. Ouais. Mais déjà avec, dans le fond, par exemple, les bouteilles de vin, tout ça va être consigné. C'est tous les contenants de boissons de 200 ml à 2 litres. Tantôt, c'était pas clair, c'était comme. Mais c'est tous les contenants de boissons de 200 ml à 2 litres. Par exemple, les bouteilles de vin, ben ça ils vont au moins trier du même type, là, tous les verts et tous les bruns et tous les clairs, et ça permet une meilleure qualité du ballot pour le recycler. Fait que c'est tout mélangé, que ça va dans votre bac, ben, ça l'éclate parmi le carton, puis le pot de yogourt, c'est plus utile. D'autres questions? Si vous pouvez remettre vos coordonnées. Ah oui, mon écran est à l'envers. Ah ben sinon tu vas vous Non, demander c'est les ou pas. Ah non, voilà, il va écrire. Merci. Je vais me tasser. C'est difficile quand même. Pas des petits. C'est bon?
Merci beaucoup.